on est content de vous recevoir de nombreux ce soir. Donc moi, je suis Laurence Mirmont, je suis psychologue, psychothérapeute EMDR et j'interviens au sein du centre depuis un petit peu moins d'un an. Voilà, moi je suis Bastien Lioni, psychologue et psychothérapeute également, et pareil, je suis moi pour le coup beaucoup plus vieux ici. Ça fait un peu plus d'un an que je suis psychothérapeute au sein du CPEA. Les d'ancienneté, pas l'âge. C'est ça. Les gens de maison. Ok. Donc ce soir, on va vous parler de phobie sociale, vous l'aurez compris. On va d'abord parler des troubles anxieux, on fera ensuite un focus sur la phobie sociale. On vous parlera des traitements qui sont préconisés pour ce trouble. Ensuite, Bastien pourra illustrer à partir de sa pratique tous ces éléments théoriques au travers de 2 cas cliniques. Et puis, à la fin, on répondra à vos questions. On va vous parler des troubles anxieux. Déjà, ce qui est important peut-être de préciser, c'est qu'en fait, l'anxiété est normale. Elle fait partie de notre palette d'émotions. Donc, ressentir de l'inquiétude vis-à-vis d'une situation importante, dont on attend peut-être l'issue, par exemple le résultat d'une promotion professionnelle, ou ressentir un petit peu de trac avant une présentation orale, c'est normal. Donc c'est une réponse adaptée à une situation difficile qui nous aide à nous préparer pour faire face. Donc dans ce cas-là, on parle d'une anxiété modérée. En revanche, dans le cas des troubles anxieux, là c'est l'anxiété, et l'anxiété est disproportionnée, c'est là que ça pose problème. Donc c'est une réaction psychophysiologique d'adaptabilité en fait entre nos caractéristiques propres et l'environnement. C'est une réponse réflexe commandée par le système nerveux autonome. Donc, comme son nom l'indique, ce système nerveux en fait contrôle complètement, de manière décorrélée de notre volonté, toutes les grandes fonctions vitales. Et il y a 2 composantes importantes de ce système nerveux. Il y a d'une part le parasympathique, qu'on considère un peu comme le frein de l'organisme, et de l'autre côté l'orthosympathique, l'accélérateur. Donc en fait, c'est ce dernier qui est activé lorsqu'on est dans une situation de stress, qui provoque une libération massive d'adrénaline. Et du coup, notre organisme se met en état d'hypervigilance, et donc du coup, ça nous prépare à agir. Donc la définition du DSM pour les troubles anxieux, c'est celle que vous voyez derrière moi. Donc c'est des troubles qui partagent les caractéristiques d'une peur et d'une anxiété excessive et des perturbations comportementales qui leur sont apparentées. Donc on voit que dans cette définition, il y a une subtilité qui est apportée puisqu'on a à la fois la peur et l'anxiété. Donc en fait, on est sur 2 notions qui sont relativement connexes, qui se chevauchent, mais il y a quand même une petite différence. La peur, en fait, est souvent associée à des poussées d'hyperactivité neurovégétative. Donc ça, c'est nécessaire pour fuir ou combattre, évaluer le danger immédiat et donc s'échapper si besoin. Et dans le cas de l'anxiété, c'est plutôt une tension musculaire, une vigilance qui nous prépare au danger futur. Et là, c'est plutôt, ça va donner lieu plutôt à des conduites de prudence et d'évitement. On y reviendra plus tard. Donc l'anxiété, elle se manifeste à la fois par des symptômes psychocomportementaux. Donc c'est une sensation subjective de malaise, une tension interne, des pensées qui sont généralement tournées vers l'avenir. Donc là, c'est une inquiétude pour soi ou pour ses proches. Donc là, on est plutôt dans une accaparation au niveau cognitif avec l'élaboration de scénarios catastrophes. Donc je vais rater cet examen, je peux avoir un accident. Dans les cas d'anxiété aiguë, on peut retrouver des symptômes de dépersonnalisation, qui sont un sentiment d'étrangeté par rapport à soi ou à son corps, ou encore des symptômes de déréalisation, où là on est plutôt sur là c'est plutôt l'impression d'être dans un flou comme dans un rêve, et on a l'impression de perdre l'intimité avec le monde environnant. Ensuite, on a une altération, on peut avoir une altération au niveau des performances cognitives. Donc là, il y a une inhibition, pareil, il y a des perturbations de la pensée. Et cette inhibition anxieuse, elle peut aussi être comportementale et se manifester par une agitation improductive, désorganisée. Et parfois, ça va même donner lieu à des conduites d'agressivité. Ensuite, il y a des symptômes au plan physique. Au niveau cardiovasculaire, donc ça va être de la tachycardie,
Et ça peut être aussi des manifestations de type extrasystole, où les gens ont parfois l'impression que leur cœur va s'arrêter. Au niveau respiratoire, ça va de la discrète oppression, voire une sensation d'étouffement, voire de souffle coupé. Au niveau digestif, là, c'est le fameux nœud à l'estomac ou la boule dans la gorge qui fait que ça peut gêner l'alimentation et ça peut donner lieu aussi à des symptômes de type nausée, diarrhée. Au niveau neuromusculaire, on peut avoir donc des tensions, des céphalées, des bourdonnements, des tremblements. Et au niveau vasomoteur, là, c'est plutôt le côté hypersudation, pâleur et bouffée. Donc, vous l'aurez compris, hein, que ce soit un danger réel, un danger perçu ou un danger anticipé, à chaque fois, ce sera une activation du sympathique. Les troubles anxieux, donc, ils se distinguent par l'objet et la situation qui induisent la peur, l'anxiété, l'évitement et le raisonnement cognitif associé. Donc là, on va vous présenter brièvement les principaux troubles anxieux, de telle sorte à ce que vous puissiez avoir une visibilité sur l'étendue des manifestations possibles de ces troubles. L'anxiété de séparation et le mutisme sélectif sont des troubles que l'on retrouve qui apparaissent généralement pendant l'enfance, que l'on retrouve essentiellement pour cette période de vie. Donc l'anxiété de séparation, c'est la crainte excessive d'être séparé de l'une de ses figures d'attachement et donc la peur de les perdre, d'en être séparé. Dans le mutisme sélectif, l'enfant n'est pas en capacité de parler dans certaines situations, là où il devrait parler normalement, comme à l'école par exemple, alors que l'enfant est capable de parler très correctement par ailleurs. Dans l'anxiété généralisée, là il y a une crainte d'objets ou de situations, pareil, hein, une crainte exacerbée, mais qui peut porter sur des domaines variés. Dans le trouble panique, le sujet est amené à expérimenter régulièrement des attaques de panique et il y a une crainte excessive de pouvoir en vivre à nouveau ou la modification de ses comportements pour éviter de revivre à nouveau ces attaques de panique. Dans l'agoraphobie, la personne craint de se retrouver dans une situation ou dans un lieu. Donc c'est en général un lieu clos, une file d'attente, transport en commun, etc., ascenseur. Donc, la personne craint de s'y retrouver parce que la peur, en fait, c'est de ne pouvoir s'en échapper ou de ne pouvoir bénéficier d'un secours en cas d'attaque de panique ou d'autres symptômes psychologiques gênants. Pour la phobie spécifique, la peur porte sur des objets ou des situations bien déterminées, certains animaux, le fait d'être dans un ascenseur, être en hauteur, le son, etc. L'impact fonctionnel de ces phobies reste moindre par rapport à celle de la phobie sociale, on verra après, dans le sens où les évitements qui accompagnent ces phobies, en général, restent compatibles avec une vie relativement normale. Et dans ce trouble-là, il n'y a pas de raisonnement cognitif spécifique associé, contrairement là aussi à la phobie sociale. Pellissolo l'a décrit comme une phobie centrée sur la crainte d'agir de façon embarrassante ou humiliante sous le regard réel ou supposé d'autrui. Donc on voit que ces différents troubles peuvent se ressembler sur certains aspects. Donc ils sont aussi hautement comorbides. Donc, pour nous, cliniciens, ce qui va être important, c'est de vraiment prendre le temps de faire l'analyse pour bien déterminer quel trouble au singulier ou au pluriel atteint la personne et donc proposer le plan de traitement le plus adapté. Pour les critères diagnostiques du DSM, de la phobie sociale, critère A, donc c'est une peur ou une anxiété intense d'une ou plusieurs situations sociales durant lesquelles le sujet est exposé à l'éventuelle observation attentive d'autrui. On peut noter qu'il y a une autre émotion qui est souvent importante dans la phobie sociale, c'est la honte, et qui intervient en général après avoir vécu la situation qui a donné lieu à tant d'anxiété. Critère B, la personne craint d'agir ou de montrer des symptômes d'anxiété d'une façon qui sera jugée négativement. Ça, c'est vraiment la grande tendance de ce trouble. Donc, les situations sociales provoquent presque toujours une anxiété ou une peur.
ces situations sociales sont subies ou évitées avec une peur ou une anxiété intense. Donc effectivement, ce qui est important de noter, c'est que cette peur, cette anxiété, en fait, elles sont disproportionnées par rapport à la menace réelle de la situation. Les critères F et G concernent le retentissement. Donc en fait, le professionnel va devoir évaluer depuis quand dure le trouble. En général, il faut 6 mois. Et ce qui est important aussi, c'est l'impact fonctionnel dans la vie de la personne. Donc là, c'est une détresse, une altération cliniquement significative du fonctionnement social, professionnel, personnel, etc. Il y a une spécification qui peut être apportée, c'est que certaines fois, la phobie sociale peut être de performance uniquement. Donc, qu'est-ce qui va vraiment particulariser, on va dire, la phobie sociale? C'est déjà un raisonnement cognitif spécifique. Donc, on l'a vu, la personne a peur d'être jugée négativement, d'être embarrassée, humiliée, rejetée ou d'offenser les autres à cause d'un regard, par exemple, ou à cause d'une l'une de ces manifestations anxieuses. Donc, nous, en tant que psychologue, justement, on va vraiment attacher une importance particulière dans le discours du sujet ce qu'on appelle en psychothérapie EMDR les cognitions négatives, qui sont des pensées négatives, autoréférencées et irrationnelles. Si on est dans un contexte TCC, on va plutôt parler de pensées dysfonctionnelles. Et donc, c'est à partir de là qu'effectivement, on va pouvoir qualifier ce trouble. Donc, l'individu a peur d'être jugé faible, stupide, antipathique, anxieux. Il craint d'être jugé négativement du fait même de montrer ses symptômes d'anxiété. Donc ça, c'est une tendance en fait qu'on peut retrouver dans beaucoup de pathologies. Mais là, particulièrement, en fait, la phobie sociale est un trouble qui s'auto-alimente parce qu'il est particulièrement sensible au regard de l'autre. Donc, parmi ces symptômes anxieux, on va avoir des manifestations comme le fait de trembler, de transpirer, de buter sur ses mots. Donc, la personne qui craint de trembler va peut-être éviter de boire, de pointer du doigt en public pour pas que ça se voit. Il existe un terme précis pour définir la peur de rougir en public, c'est l'érotophobie. Donc là, la personne va peut-être éviter de se mettre sous une lumière éclatante ou de parler de sujets trop intimes pour éviter de rougir avec les personnes qui l'entourent. Il y a aussi des craintes liées à certains comportements. Et là, plus précisément, on donne l'exemple de la parurésie, qui est la crainte d'uriner dans un endroit public si d'autres personnes sont en présence dans cet endroit. Moi, récemment, j'ai reçu, donc, dans le cadre d'un premier entretien, un jeune homme d'environ 25 ans qui a mis beaucoup de temps au cours de cette première séance pour me parler, puisqu'il était vraiment en proie à des sentiments de honte et d'impuissance très très marqués, donc de ce trouble qu'il atteint de manière très impactante. Aujourd'hui, il n'est plus du tout capable d'uriner en dehors de chez lui. Il a été hospitalisé déjà plusieurs reprises parce qu'il a eu des infections sévères au niveau du rein. Il ne peut pas travailler aujourd'hui et à chaque fois qu'il sort, il est obligé d'écourter ses sorties puisqu'il faut qu'il rentre à un moment donné. Donc là, vous pouvez vraiment voir à quel point le retentissement est important, l'impact dans la vie de la personne. Ce qui va particulariser aussi la phobie sociale, c'est qu'elle s'accompagne très souvent de stratégies d'adaptation qui sont dysfonctionnelles. Et vraiment, ce qui est le plus important à noter, c'est l'évitement. Donc l'évitement, c'est un mécanisme de défense auquel on a à peu près tous recours. On évite, on reporte certaines activités ou situations anxiogènes. En revanche, dans ce trouble, l'évitement est massif, puisque souvent l'évitement est massif parce que les peurs sont envahissantes. Donc, il y a plusieurs types d'évitement. L'évitement peut porter sur des situations, mais aussi des mots, des pensées, des images. Il peut être massif. J'ai peur, donc je décide de ne pas aller à la fête à laquelle on m'a invité. Il peut être plus subtil, c'est-à-dire quelqu'un qui craint de faire une présentation orale et qui va bosser pendant des semaines pour vraiment essayer d'être le plus prêt possible. Ça peut être détourner l'attention aussi, c'est-à-dire je n'aime pas parler de moi, donc je suis très à l'écoute des autres. Et puis la personne peut aussi utiliser des stratégies contraphobiques comme
recourir à la présence systématique d'un tiers pour faire face aux situations difficiles. Le problème, c'est que l'évitement, c'est un facteur de maintien. En fait, on rencontre tous tout au long de la vie des situations difficiles, nouvelles, qui sont donc source de stress. Il n'empêche que c'est l'occasion à ce moment-là de se confronter et d'expérimenter, et donc d'acquérir de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences émotionnelles aussi pour faire face à ces situations. La personne qui évite se prive de ces apprentissages vertueux et du coup, lorsqu'elle est confrontée à une situation du même type, son niveau d'anxiété finalement va augmenter. Et là, on est sur un trouble qui se chronicise. Donc on parle d'un cercle vicieux de l'angoisse. Et puis, très souvent, ça peut aussi s'accompagner d'un recours à des substances comme l'alcool, puisque la personne va essayer de s'appuyer sur ses fonctions désinhibitrices, psychostimulantes ou anxiolytiques pour faire face. Mais là encore, on voit bien que c'est non vertueux puisque ça va avoir un impact sur la santé et qu'on sait que l'alcool peut avoir pour effet d'augmenter l'anxiété ainsi que les signes d'anxiété. Et là aussi, c'est un cercle vicieux. Au niveau du diagnostic différentiel, on a mis en évidence les principaux troubles. On va rentrer dans le détail surtout de certains. Déjà, ce qui va permettre de faire la différence entre une anxiété sociale et une timidité entre guillemets simple, c'est que dans la timidité, la peur est de ne pas être à la hauteur, il y a un sentiment d'infériorité, mais le retentissement reste limité. Alors que dans la phobie sociale, vous l'aurez compris, ça peut être très important. On peut confondre parfois cette phobie sociale avec d'autres troubles anxieux, notamment par exemple dans l'agoraphobie. Il y a certaines personnes qui vont décliner une invitation pour aller en groupe au cinéma. On pourrait croire de prime abord que c'est la phobie sociale qui est à l'œuvre. Or, ce qui vraiment va lui faire peur finalement, c'est de se retrouver dans cet endroit clos dont il ne va pas pouvoir s'échapper. Dans les troubles dépressifs, la personne peut aussi craindre un jugement négatif, mais là, c'est la nature des cognitions négatives qui va nous mettre sur la voie. Peut-être que la personne elle aura peur d'être jugée parce qu'elle s'estime être une mauvaise personne ou indigne d'être aimée. Dans la dysmorphie corporelle, pareil, certaines situations sociales vont être évitées, mais seulement du fait de certains défauts perçus dans leur apparence corporelle. On peut confondre, en tout cas de prime abord, avec un trouble du spectre autistique, parce que là aussi, il peut y avoir une anxiété sociale, mais il y aura des problèmes de communication autres par ailleurs. Le trouble avec lequel la phobie sociale peut peut-être être le plus facile, entre guillemets, à confondre, c'est la personnalité, le trouble de la personnalité évitante. Mais là aussi, il y a certains indices cliniques qui peuvent petit à petit nous mettre sur la voie au fur et à mesure des rencontres avec le patient. Donc d'un côté, on a un évitement rationalisé, c'est-à-dire oh non, je ne veux pas y aller parce que j'ai pas très envie, ça ne m'intéresse pas, alors que dans la phobie sociale, ce sera culpabilisé. Je n'y vais pas, mais je devrais ou j'aurais envie. Il y a une attribution de responsabilité différente, c'est-à-dire que pour le trouble de la personnalité évitante, la personne va estimer que c'est de la faute des autres. Je ne m'intègre pas parce qu'ils ne sont pas suffisamment sympas, parce qu'ils ne sont pas suffisamment accueillants. Alors que pour la phobie sociale, ce sera interne. Et là, au contraire, la personne estime que c'est de sa faute, parce qu'elle ne fait pas d'efforts, elle est trop timide, etc. Dans le trouble de la perso évitante, là, il y a une conscience floue du trouble. Et en général, c'est des personnes qui sont peu demandeurs d'aide, alors que dans la phobie sociale, il y a vraiment une conscience de la souffrance associée. Et donc, ils sont plus facilement amenés à consulter. On peut retrouver aussi une forme d'anxiété sociale dans des troubles psychotiques. Il y a aussi une peur, ça peut être une peur de l'autre et un inconfort dans les interactions sociales, mais là aussi, et ça s'associe à d'autres manifestations plus typiques d'un trouble psychotique. Au niveau des comorbidités, on en a déjà vu plusieurs, les autres troubles anxieux, la dépression. Ce qu'il faut savoir, c'est que quelqu'un qui développe une phobie sociale à l'adolescence va avoir un risque augmenté de 2 à 3 fois de développer une dépression, voire de faire une tentative de suicide à l'âge adulte. C'est du fait de tous ces impacts
comme on les a vus, sur sa vie. Et puis, il y a des troubles de l'usage des substances. Au niveau des caractéristiques, concernant la présentation clinique, en fait, elle peut prendre des formes très différentes. C'est vrai que plus spontanément, on va plutôt associer quelqu'un qui est timide, avec une posture un peu en retrait, peut-être une manière de poser sa voix un petit peu trop faible. Mais paradoxalement, il y a certaines personnes qui vont développer des comportements contradictoires. Ça peut être une espèce d'attitude de prestance, parce qu'il va y avoir de la froideur, de la rigidité, et il peut y avoir de l'agressivité qui découlerait d'une accumulation de frustration liée à cette vie compliquée, et puis d'un manque de savoir-faire aussi au niveau des compétences sociales. Pour la prévalence, dans le DSM, on retrouve une prévalence sur 12 mois de 7% aux États-Unis et une prévalence médiane de 2,1 lorsqu'il s'agit de la population européenne. Et lorsqu'on regarde d'autres études ou d'autres sources, on a des chiffres qui peuvent différer et ça peut aller de 2 à 5% par ailleurs. Au niveau du genre, les femmes sont plus sujettes de manière générale à l'anxiété que les hommes. Et dans le cas de social, on a un ratio de 1,5 à 2,2 femmes pour un homme. Concernant le développement, pour 75% des individus, l'âge d'apparition se situe entre 8 et 15 ans. Selon des études américaines et européennes, le trouble se développe dans un contexte de timidité, d'inhibition sociale pendant l'enfance. Elle apparaît en général après un vécu stressant, souvent humiliant, mais parfois, au contraire, va se développer lentement de manière insidieuse. Elle apparaît rarement à l'âge adulte, et si c'est le cas, c'est là aussi souvent après un épisode traumatique avec une coloration d'humiliation, ou parfois lorsqu'il y a un changement dans la position sociale. Par exemple, quelqu'un qui se marie avec une personne qui n'est pas de son milieu social. Concernant les facteurs de risque, il y a des facteurs tempéramentaux, donc des traits de caractère. Pour ceux qui connaissent l'échelle, la STAI, qui permet, c'est l'échelle d'anxiété, vous le savez, donc il y a d'une part une première échelle qui permet de mesurer l'anxiété trait, donc celle qui correspond plutôt à notre personnalité, à notre nature, et l'anxiété état qui est plus conditionnelle, plutôt en lien avec un contexte. Il y a des traits de personnalité, donc évitante, exigence trop élevée, une mauvaise estime de soi, une mauvaise image de soi, une mauvaise affirmation de soi, c'est souvent corrélé avec une phobie sociale. Au niveau environnemental, on ne peut pas établir un rapport de causalité entre des maltraitances ou des difficultés psychosociales pendant l'enfance. En revanche, il y a des corrélations. On l'a vu, donc certains développent un trouble anxieux après avoir vécu un trauma, mais ça peut être aussi une accumulation d'événements stressants, deuil, un problème au niveau professionnel, ça peut être aussi un changement de la constitution de la famille. Et pour d'autres, ces troubles sont appris. Un milieu surprotecteur avec peu d'expérimentation, peu de possibilités d'aller expérimenter des expériences de socialisation. Mais ça peut être aussi un environnement peu chaleureux avec peu d'encouragement. Et puis aussi des parents qui seraient phobiques et ou évitants. Tout ça, ce sont des facteurs de prédisposition pour la phobie sociale. Il y a aussi des prédispositions génétiques. Enfin, au niveau du traitement, il y a de nombreuses études, alors des ECR, donc des essais contrôlés randomisés, qui mettent en évidence l'efficacité des TCC depuis longtemps pour le traitement de la phobie sociale. Donc ça va être de l'exposition, de la thérapie cognitive, travailler sur l'affirmation de soi. Il y a aussi les troisièmes vagues avec travailler sur la régulation émotionnelle par rapport à la mindfulness. Il y a aussi des études qui montrent l'efficacité des traitements médicamenteux pour les troubles anxieux, mais plus précisément pour la phobie sociale. C'est certains antidépresseurs qui sont utilisés de manière détournée pour ce trouble. On sait que les effets restent limités dans le temps, en revanche. Et là, ça va avoir un effet sur les anticipations anxieuses et les activations émotionnelles. Pour le MDR, donc il y a une revue de la littérature qui date de 2019 qui a mis en évidence 6 ECR qui montrent une efficacité sur le traitement des troubles anxieux. Mais
De ces études ressort une efficacité sur le trouble panique et les phobies spécifiques. Il y a beaucoup d'études de cas qui rapportent une efficacité pour la phobie sociale, plus précisément sur l'anxiété de performance, l'anxiété de prise de parole en public, l'anxiété liée au sport. Et à ce jour, on manque d'études plus systématiques, de plus grande envergure, qui pourraient venir corroborer les résultats obtenus par ailleurs. Et puis ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir plus tard des études comparatives entre les TCC et les EMDR pour ce trouble. Voilà. Donc maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue pour Juste, Ouais. tu peux rendre la vôtre. Putain, j'ai l'impression que c'est le programme du master que j'ai créé. Non? Il me semble, Ça oui, ressemble que un ça petit peu. ressemble, oui, oui. Non, bah, tiens. Fin de la parenthèse. Ouais. Merci du coup Laurence pour cette présentation très instructive. Pour ma part, je vais présenter 2 cas cliniques. Je vais essayer d'ailleurs de faire des liens entre ce qu'a pu dire Laurence et ma pratique clinique. Pour commencer, j'aimerais insister sur le point que tu as pu développer sur l'apparition, ou en tout cas l'impact qu'a la phobie sociale chez ces patients-là. Ça va avant tout avoir un impact sur tous les domaines auxquels peut se confronter une psychopathologie. Généralement, en psychopatho, dans les manuels diagnostiques, vous avez le critère le plus important qui est il faut qu'il y ait un impact au niveau social, professionnel et psychologique. Eh bien, la phobie sociale, elle va dans tous les cas avoir un impact sur ces 3 domaines-là. Bon, le social, c'est le plus évident évidemment, mais aussi au niveau professionnel parce qu'il faut dialoguer, discuter avec ses collègues, travailler en équipe, donc forcément c'est un impact. Et aussi au niveau psychologique, parce que les comorbidités sont nombreuses, on a vu dépression, risque suicidaire, troubles addictifs. Donc, au final, ça vient nous handicaper dans ce qui est notre capacité la plus profonde, qui est celle de communiquer avec les autres et de maintenir le lien social. Le premier cas dont j'ai envie de vous parler est un jeune étudiant de 23 ans que je reçois parce que justement, il a cette plainte-là, que lorsqu'il est en situation de performance, on parlait d'anxiété de performance tout à l'heure, observé par un de ses supérieurs, il va être pris par des vagues de stress, une attaque de panique qui arrive avec boule au ventre, le cœur qui va plus vite, une incapacité à réfléchir, qui va petit à petit le pousser à faire des erreurs sur son lieu de stage. Il est préparateur en produits chimiques dans un laboratoire et il va se mettre complètement à paniquer, à faire des erreurs qu'il ne ferait pas du tout habituellement. Et ça va provoquer une forte détresse émotionnelle qui va le pousser à aller s'isoler pour aller pleurer tellement ça l'impacte au niveau émotionnel. Ce patient-là, au niveau de la personnalité, c'est quelqu'un qui est plutôt introverti, il n'est pas timide, hein, il n'est pas à un niveau où on pourrait dire qu'il y a des bizarreries comportementales, quoi que ce soit, mais plutôt un profil introverti. Il met du temps à se confier, à prendre confiance dans la thérapie, etc. Mais voilà, pas d'anormalité à ce niveau-là. Pareil, il est important de noter que dans son lieu de travail, il n'y a pas de pression, il n'y a pas de harcèlement au travail, pardon. Il n'y a pas de conflit avec n'importe quel collègue ou supérieur. Au contraire, même, il décrit plutôt son entourage de travail comme plutôt bienveillant et voire même compréhensif des erreurs qu'il peut faire, étant donné qu'il est encore étudiant à ce moment-là. Donc, c'est pas de ce côté-là, c'est vraiment la pure anxiété de performance, c'est-à-dire la peur que, lorsqu'on est observé par un tiers, eh bien, on soit jugé sur nos comportements et ça va provoquer une forte angoisse et lui faire perdre ses moyens. Cette anxiété de performance, on peut l'observer à différents étages et peut-être que vous aussi, vous avez déjà remarqué cette anxiété de performance. Je ne sais pas s'il y a des sportifs, par exemple, dans la salle, mais vous avez peut-être déjà remarqué que votre niveau à l'entraînement et en compétition est totalement différent. Pourquoi? Parce qu'en entraînement, généralement, il n'y a pas de public, il n'y a pas d'arbitre, il n'y a pas tout ça. Alors qu'en compétition, parfois, il y a la présence d'un public qui va faire en sorte que votre cerveau a une information en plus à gérer, qui fait que vous n'êtes plus concentré uniquement sur votre tâche à faire, votre performance sportive, mais aussi sur gérer l'image que vous avez de vous dans votre pratique. Évidemment, ça ne veut pas dire que si vous avez cette chose-là, que vous êtes un phobie sociale, mais c'est un biais qu'on remarque déjà dans la population normale au niveau pathologique. Mais pour lui, ça va d'autant plus être accentué dans ces situations-là,
et créer un peu le fameux cercle vicieux. Je suis stressé, donc je fais des erreurs, donc ça me stresse, et etc., jusqu'à ce qu'ils partent s'isoler pour se calmer. Donc, pour ce patient-là, sa plainte principale, c'est ça. Au niveau du facteur d'apparition de cette pathologie, il faut se questionner, et le premier réflexe en tant que thérapeute que je pense qu'il faut avoir quand on est face à un patient qui a une phobie sociale, c'est premièrement le harcèlement scolaire. Je vous invite d'ailleurs à voir le séminaire sur la phobie, non, le harcèlement scolaire, c'est un petit peu son passage, mais qui justement met en évidence que le harcèlement scolaire est un vecteur de nombreuses pathologies, notamment pathologies anxieuses, dont la phobie sociale. Et effectivement, chez ce patient-là, on retrouve ça. Un harcèlement scolaire au collège, je crois qu'il était en internat, et donc il était confronté notamment à beaucoup de scènes de violence et d'humiliation. Donc évidemment, le lien entre la confiance en soi et l'estime de soi en situation sociale se fait tout seul. Forcément, on a difficilement confiance en soi lorsqu'on a été humilié en public. Il y a aussi d'autres facteurs qui vont jouer, notamment au niveau des liens d'attachement. Alors, il n'y a pas de violence familiale à proprement parler, en tout cas pas physique. Psychologique, c'est un petit peu à la frontière quand même. On est sur un patient qui est homosexuel et où ses parents n'acceptent pas son homosexualité, et où il va y avoir un fort déni de la part de ses parents, notamment du père, et un rejet total de la mère, non pas de son fils, mais de son homosexualité, en disant que c'est une mauvaise passe, que ça lui passera, que c'est sa crise d'adolescence, etc. Donc forcément, encore une fois, il est confronté au rejet de soi, de son identité. Donc, encore une fois, difficile d'avoir confiance en soi, d'avoir une estime de soi qui nous permette d'être adaptés, en tout cas d'avoir ce sentiment de sécurité à être adapté en public lorsque nos parents nous envoient un signal contraire. Donc pour ce patient, il nous a fallu tant travailler les situations présentes et futures à son travail, mais aussi ces questions de harcèlement, de rapport aux autres, de rapport à soi aussi. Et c'est un patient au final qui a été guéri assez rapidement, entre 5 et 8 séances. Voilà, petit à petit, à force d'exposition en EMDR, les angoisses ont diminué, petit à petit, entre les séances, il s'est senti de plus en plus confiance au fait de s'exposer dans une situation qui auparavant lui était anxiogène. Pour le deuxième patient, on a un profil qui est plutôt différent, tant dans la manière où s'exprime la pathologie, mais aussi dans la personnalité. Au niveau de la personnalité, on a plutôt un profil extraverti, donc qui ne va pas forcément se conformer à la vision classique qu'on a de quelqu'un atteint de la phobie sociale. Pour autant, l'extraversion n'est pas forcément un facteur de protection totale face à la phobie sociale. Parfois même, il est un peu un vernis social qu'on vient poser pour se protéger de ça. Au niveau aussi de son trouble en tant que tel, de comment il se manifeste, il est peut-être un peu plus conforme à l'image générale qu'on a des phobies sociales, où lui, c'est pas sur des situations particulières comme le premier patient, lui, c'est un peu plus général, c'est-à-dire que ce soit une relation duel, une relation dans des réunions de famille, être dehors dans la rue et parler à quelqu'un, etc. Toutes ces situations-là vont être anxiogènes pour lui. Pour autant, chez ce patient-là, il ne décrit pas ce comportement-là comme quelque chose de inné, comme il a toujours, comme s'il avait toujours été comme ça. Alors, qu'on soit bien d'accord, les troubles anxieux sont toujours acquis. Ils peuvent être acquis de différentes façons, que ce soit par l'apprentissage vicariant avec les proches ou par un apprentissage personnel, mais ils sont toujours en partie acquis. Il peut y avoir des facteurs de vulnérabilité qui sont génétiques, environnementaux, mais il y a toujours, à un moment donné, une acquisition par apprentissage. Donc lui, il se décrit plutôt dans son enfance comme quelqu'un d'assez, un peu comme le clown de la classe, le pitre, il aime bien avoir l'attention sur lui. Et pas du tout de problème de phobie sociale dans sa jeunesse, pas de harcèlement. Je veux dire, pas de violence familiale dans un premier temps, il n'aborde pas tout de suite. À un moment, il m'a quand même verbalisé le fait qu'il a été violenté par son père, je crois, une fois ou deux. Et donc, il me demande si ça fait lien. On n'a pas encore creusé ça, parce que c'est un patient que je suis encore et il y a d'autres choses à voir avec lui. Mais enfin, bref, il y a ce facteur-là. Mais au final, ce qui va déclencher chez lui son anxiété sociale, c'est avant tout de cette partie-là dont j'ai envie de vous parler pour ce patient-là, c'est un événement qui va amener une vulnérabilité et ensuite un facteur qui va venir appuyer dessus et installer la phobie sociale. Cet événement, c'est lorsqu'il a 24 ans.
Il est avec une copine depuis pas très longtemps, non, depuis un moment, pardon, depuis quelques années. Et il apprend un jour que cette copine en question l'a trompé avec plusieurs de ses amis d'enfance. Donc évidemment, là, il y a une multi-trahison qui va faire en sorte qu'il va perdre totalement confiance en lui et en autres. Il va être complètement dévasté, il va sombrer dans un alcoolisme petit à petit et se remettre un peu en question sur différentes facettes de sa vie, notamment au niveau professionnel. Il va entamer une formation d'agent immobilier et son patron, à ce moment-là, lui fait une remarque assez véhémente en lui disant qu'il ne sait pas regarder les gens dans les yeux, qu'il n'est pas du tout adapté, qu'il faut vraiment qu'il corrige ça, etc. Et donc de cette remarque-là, qui aurait pu être anodine, quoique assez brute, eh bien, il va se faire une fixette pour lui. Et à partir de ce moment-là, toutes ces interactions sociales sont jugées sous ce prisme-là de il n'est pas normal, il n'est pas adapté, il ne sait pas regarder les gens, son comportement non verbal n'est pas adapté, etc. Et donc, il va être dans une anxiété totale de paraître normal aux yeux des gens. Pour autant, en séance, quand on discute tous les deux, je ne lui perçois pas de bizarrerie, il est tout à fait adapté. Et je lui fais signe de ça d'ailleurs. Et alors lui doute évidemment de ça, mais il dit bon, parce que là, je suis en confiance avec vous, etc. Mais pour autant, en dehors, il se sent complètement mal à l'aise à ce sujet. Et encore une fois, on retrouve l'anxiété de performance parce que lui, il va décrire ce mécanisme par le fait de jouer un rôle. Pour lui, être en situation sociale, c'est jouer un rôle. Et donc, ça devient une performance. Si le rôle n'est pas bon, du coup, la performance n'est pas bonne, et vu qu'il est observé en train de faire ce rôle-là, ça le stresse encore plus. On remarque d'ailleurs, je l'ai remarqué d'ailleurs un moment pendant le suivi, parce qu'à un moment, je vais chercher dans la salle d'attente, et je vois qu'il dit au revoir à une autre patiente qui attendait. Et donc moi, je suis plutôt ravi, je me dis, ah bon, il allait parler à quelqu'un, etc. Donc je le fais ici, je le renforce. Et il me dit, oui, oui, là, je me suis senti parler, etc., d'importer la discussion avec une inconnue, donc je suis allé. Donc je dis, bon, super, ça avance. Je crois quelques semaines plus tard, la même scène arrive, donc je vais chercher, je vois qu'il dit au revoir encore à une dame, alors je ne sais pas si c'était là, mais en tout cas, il dit au revoir encore à une dame à son attente, et je vois que cette fois, il est un peu plus tendu, il est un peu plus mal à l'aise. Donc je le questionne là-dessus, et il me dit, bah, en fait, j'ai fait comme la dernière fois, sauf que cette fois-ci, une troisième personne puis une quatrième personne sont apparues dans la salle d'attente. Et en fait, à ce moment-là, je ne savais plus comment gérer la relation que j'avais entamée avec la première, et ça m'a stressé. En fait, j'ai essayé de couper par tous les moyens la discussion avec la première. Donc on retrouve encore cette dynamique d'anxiété de performance, c'est-à-dire que quelque chose qu'il a commencé à pouvoir mettre en place en relation duel, c'est-à-dire avec une personne, ben à partir du moment où vous intégrez une troisième personne qui est observatrice et qui le regarde en train d'être dans une situation de performance, en train de parler, eh bien, ça va causer tout de suite un mouvement de panique et la folie. Donc voici ce que je voulais développer sur ce patient. Pour terminer, je voulais faire un petit point sur confiance en soi et estime de soi. Parce que c'est des notions qu'on a pu utiliser, Laurence et moi, au cours de ce séminaire. Et parfois, c'est des termes qui sont un petit peu mal compris, un peu interchangeables, comme si c'était les mêmes. Pour autant, il y a une différence fondamentale entre les deux. La confiance en soi, c'est quelque chose qui va être assez malléable et assez dépendante du contexte. C'est quelque chose qui n'est pas stable dans le temps. C'est surtout dépendant de la personne ou du contexte dans lequel on se compare. Si je reprends un peu l'exemple du sport de tout à l'heure, si vous prenez un novice, pas n'importe quel sport, le tennis, il se compare à quelqu'un au bout de 3 ans au bout de 3 ans de tennis, il se compare à Djokovic ou Nadal, bah forcément sa confiance en lui, elle va être totalement basse. Par contre, il se compare à quelqu'un qui est débutant, qui a fait 3 jours de stage, forcément, il va avoir une confiance en lui qui est plus élevée. Pour autant, son niveau, il ne change pas. Qu'il joue contre quelqu'un qui a 3 semaines ou qui a 10 ans d'expérience en tennis, son niveau est le même. Pourtant, sa confiance change. L'estime de soi, en revanche, c'est quelque chose qui est censé, je dis bien censé, être différent. L'estime de soi, c'est censé être une ressource qui est minimale, qui est stable et qui procure sécurité, respect, bienveillance, amour de soi. Et ça, qu'importe les conditions, qu'importe que vous soyez dans une bonne, dans une mauvaise passe, que vous soyez valorisé ou dévalorisé. L'estime de soi, en fin de compte, l'objectif, c'est d'avoir assez d'amour de soi, lorsque le monde ne nous en donne pas assez. Et c'est là-dessus que je finirai.